Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier épisode de notre saison de webinaire éducation. Alors comme toujours, Cédric, tous les mercredis, 14 heures. Moi je suis enseignant, formateur, responsable du pôle pédagogique de BIMP Éducation au sein du groupe LDLC. Et vous êtes toujours aussi fidèles à discuter avec nous ensemble autour d'un café ou d'un thé. J'ai ma tasse. Donc un grand merci d'être là. Et peut-être pour celles et ceux qui nous rejoignent, qui ne connaissent pas encore le format de ces webinaires, donc vous pouvez bien entendu interagir avec nous par le chat. Déjà, vous pouvez poser votre question à tout moment. Le replay sera diffusé librement aussi pour celles et ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre. Ah, Donc n'hésitez pas aussi voilà, à aller consulter le replay sur notre chaîne YouTube BIMP. Et évidemment, si vous souhaitez interagir oralement ou montrer des choses, n'hésitez pas à demander l'accès au micro, à la caméra. Comme toujours, je vous l'accorderai avec grand plaisir. Alors, l'objet de nos discussions aujourd'hui est centré sur le travail collaboratif. Alors, on a au fil de nos webinaires du mercredi, on a traité de sujets variés qui portent fondamentalement sur le changement de posture de l'enseignant en classe, comme on a pu le voir, l'approche différente que l'on peut avoir aussi pour mettre les élèves en activité et modifier globalement le processus d'apprentissage. Alors, je vous laisserai explorer justement nos précédentes causeries du mercredi sur notre chaîne YouTube. Comme je le disais, elles sont libres en accès, donc vous pouvez aller explorer ça sur notre playlist. On vous partagera le lien, bien entendu, à l'issue du webinaire. Et vous pourrez, comme ça, explorer les multiples visions en fait, des invités que j'ai eu le plaisir d'accueillir au cours de ces derniers mois. Ça va du jeu vidéo en classe à l'intelligence, pardon, à l'intelligence artificielle, qui occupe de plus en plus l'espace médiatique, notamment en éducation. Donc c'est très vaste, il y a vraiment de quoi voir sur plein de thèmes. Je vous invite vraiment à aller regarder ça et à trouver ce qui pourrait vous inspirer. Alors, on a démarré notre série de webinaires en octobre avec une illustre invitée et justement, nous la retrouvons aujourd'hui pour clôturer cette deuxième saison. J'ai nommé Marie Soulier. Alors Marie, toi, tu es professeure de français dans l'Académie de Bordeaux, tu es ingénieure pédagogique également, et tu es l'auteur de l'excellent livre, je précise, Enseigner en classe inversée, qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes. Alors Marie, merci, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis à nouveau ravi de t'accueillir et je pense que tu vas pouvoir nous présenter comment et pourquoi tu appliques le travail collaboratif dans tes classes. Marie, bienvenue. merci Cédric pour magnifique présentation. Je suis flattée. Alors, oui, je vais aujourd'hui vous parler, la première fois, je vous ai parlé de classe inversée. Et forcément, on a fait un zoom là aujourd'hui sur la collaboration, qui est une des approches, une modalité qu'on peut mettre en place dans une classe inversée, mais pas que. Et d'ailleurs, on parlera aussi de en introduction parce que j'avais envie de replacer un petit peu les choses, voilà, et faire un lien aussi peut-être avec la première participation. Alors du coup, j'ai préparé une petite présentation. Cédric, comme d'habitude, tu pourras la mettre dans le lien, sans aucun problème. Avec plaisir. Donc c'est un géniali, il n'y a rien d'exceptionnel, mais déjà, j'avais envie de vous amener dans ma classe et vous montrer un petit peu comment se passent les choses. Donc en fait, vous avez un effet de miroir là. Vous avez d'un côté, ce qu'on voit, c'est la partie de présentation qui est occupée par les élèves à des moments précis de ce travail collaboratif, c'est-à-dire dans le moment où on vient présenter ce travail. Donc, vous voyez, on a des tabourets, on a un écran, bien sûr, qui est d'ailleurs le seul écran de la classe. Il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de vidéoprojecteur. Donc, il y a juste cet écran télé. Et puis, dans la télé, j'ai truqué un peu, j'ai fait comme si c'était un miroir. Mais vous avez une vue en profondeur de cette immense salle de classe que j'ai la chance d'occuper jusqu'en juin peut-être. C'est un Algeco, voilà, en attendant mieux. Ça fait depuis 2 ans, on est en travaux. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n'arrête pas de parler de ça parce que ça me traumatise. L'adaptation des espaces chez moi, c'est tous les 3 mois, on me fait déménager. Donc, j'en suis à ma 5e salle de classe en 2 années scolaires.
en passant par les Algeco, l'entrepôt. Vous avez peut-être vu ou entendu mes visios là-dessus, sur des lieux improbables dans lesquels on m'a fait faire classe. Et au début, j'ai été très fâchée de ça, mais finalement, ça a amélioré encore, hein, même si je commence à avoir un grand âge, ça a amélioré, je crois, ma façon d'appréhender le cours et notamment le thème d'aujourd'hui, cette collaboration. Donc, on voit donc ces jeunes en train de collaborer. Donc, et vous allez voir, je vais dans un premier temps vous remettre un petit peu quelques définitions en place sur la collaboration. Qu'est-ce que j'entends par collaboration? Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par collaboration? Et après, on ira voir du côté de la mise en place concrète de cette collaboration avec des techniques, on va dire, des approches un peu différentes. Et puis, on ira sur les outils dans la dernière partie d'intervention qui se terminera, je pense, autour de 3h moins le quart, moins 10. Même si je n'ai pas fini, on va m'interrompre et on répondra, Cédric et moi, aux questions. Il doit y en avoir peut-être, j'espère en tout cas qu'il y en aura. N'hésitez pas. À la fin de la présentation. Alors, donc, Marie34, c'est pas mon âge, évidemment, hein, c'est mon pseudo sur Twitter, marie34@orange.fr. Bon, bref, voilà tout ça. Vous aurez les contacts et on rentre dans notre salle de classe. Alors, je dis notre, hein, vous avez remarqué, parce que vraiment, c'est une classe qui a été aussi appropriée, personnalisée par les élèves au fur et à mesure que l'année avance. Alors, je vous présente mes deux classes. Je travaille à mi-temps dans l'éducation nationale, des 4e et des 5e, à gauche les 5e, à droite donc les 4e. Et donc là, j'avais envie. Alors, je ne sais pas si vous allez oser mettre le micro, hein, on va voir, on va voir. Mais en tout cas, j'avais envie juste à travers ces deux gifs animés, que vous me fassiez un petit peu un point, une différence de ce que vous observez. Que font les élèves donc dans la partie grise, intitulée collaboration, et que font les élèves dans la partie jaune, intitulée coopération. Alors, par rapport à la mise en place du travail, qu'est-ce que vous constatez? Il y a une énorme différence. Alors, je suis en train justement d'autoriser le micro pour les participants. Donc, si vous souhaitez interagir, allez-y. Si vous souhaitez n'hésitez pas. Bonjour. Répondre. Bonjour. Alors, attention, il y a des choses à gagner à la fin. Hein. Non. Très bien alors. Moi, l'impression que ça donne en regardant les photos, c'est que dans la collaboration, les élèves sont tous en train d'échanger pour réaliser une même tâche, alors que dans la coopération, ils se sont peut-être plus divisé le travail pour aboutir après à quelque chose de collectif. Mais voilà, ils se sont répartis. Hélène, j'ai le plaisir de vous dire que vous avez une excellente réponse. Hein. Voilà, c'est parfait. Donc, on avait un peu répété, hein, on avait dit les réponses avant, non, je suis plaisante. Non, c'est effectivement ça. On voit bien dans la première configuration, les enfants sont d'ailleurs le nez sur un écran qui, en l'occurrence, c'est des iPads, puisque dans le département du 64, on a des iPads. Alors, non pas un par élève, mais par valise mobile. Et du coup, là, la première, ils sont en train de faire une leçon absolument excitante sur les irrégularités du présent du premier groupe, n'est-ce pas? Donc, on va passer les détails. Mais on voit quand même que, voilà, hein, ils sont dans la tâche, hein, ils sont dans la collaboration. Et on verra d'ailleurs pourquoi. Ils n'ont pas tellement le choix non plus. Et de l'autre côté, vous avez raison Hélène, de la coopération avec la préparation d'un procès. Et évidemment, ces jeunes-là se sont répartis les rôles. Préparation d'un procès d'une nouvelle de Maupassant qui s'appelle Orla. Alors désolé, hein, mes exemples seront bien sûr colorés français, littérature, parce que je suis professeure de français. Mais cependant, coopération, collaboration, c'est complètement transversal. Alors, il faut juste faire un petit effort de transfert pour essayer de le voir comment on peut le mettre en place dans vos disciplines. Alors, donc, la coopération, la collaboration, ce sont des techniques de mise en place du travail, de la mise en activité des élèves en classe. Et on peut varier, bien sûr, en fonction de la tâche, en fonction de l'objectif, parfois même en fonction de la typologie d'évaluation, on en parlera à la fin, on peut varier entre ces approches collaboratives ou coopératives.
bien sûr. Maintenant, si je continue dans la mise en activité, on voit aussi assez vite quand on est sur des travaux de mise en activité, on peut aussi travailler sur de la différenciation. J'ouvre juste une parenthèse par rapport à cet enseignement différencié. Pour reprendre un petit peu ce que, alors c'est pas moi qui le dis évidemment, hein, on va rendre à César ce qui appartient à César. Il y a énormément de collègues qui travaillent sur ces thèmes-là. Mais là, je me suis évidemment inspirée des travaux du brillantissime Sylvain Connac, hein, qui explique parfaitement justement ces différentes approches sur la différenciation. Alors, qu'est-ce que c'est que la différenciation? Par rapport à un enseignement, j'aime bien le terme d'uniforme. Uniforme dans le sens littéraire, théâtral de l'uniformité. C'est le théâtre classique. À l'époque, on faisait des unités de temps, de lieu et d'action. Aujourd'hui, dans l'enseignement dit uniforme, il peut y avoir des séances où on a donc une unité de temps, c'est-à-dire tous les élèves vont être là en même temps et faire la tâche dans le même lieu unique, hein, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir forcément des ateliers dans la salle, ils seront plutôt assis face à un espace donc scénique, j'aime bien la métaphore du théâtre pour expliquer ça, face à un acteur principal, et cet acteur principal, évidemment, il s'adresse à un public homogène, et du coup, même s'il y a de l'hétérogénéité, certes, mais homogène, c'est-à-dire qu'il y a une unité quand même d'action. On ne va pas faire plusieurs cours en même temps. On ne peut pas. Hein. C'est le principe même de la mise en activité d'un acteur. Hein. Il ne peut pas jouer plusieurs pièces en même temps. Et donc, cet enseignement uniforme est très intéressant dans des moments précis, peut-être même des disciplines. Il va être vraiment prédominant. Et de temps en temps, l'enseignant va avoir besoin, par contre, d'avoir une autre forme de rendez-vous pédagogique. Hein, voilà. Donc, on va de temps en temps mettre dans ces enseignements plutôt d'uniformité une différenciation. Et dans la différenciation, on va effectivement avoir deux approches qui cohabitent. Alors tout ça, ce n'est pas pour mettre face à face ou dos à dos, pas du tout. Hein. En fait, il est très rare qu'on puisse dire « Ah ben moi, je suis plutôt comme ça » ou « Je suis plutôt comme ça ». On va varier les approches. Alors, quelle est la différence entre l'individualisation et la personnalisation? C'est déjà dans le mot personnalisation, il faut y voir tout de suite là, ce que dit Connac, c'est la dimension sociale. C'est-à-dire qu'en fait, on n'apprend pas seul, on est dans une classe par définition, et donc du coup, naturellement, cette collaboration, cette coopération va se faire, même si elle n'est pas forcément d'ailleurs poussée par l'enseignant. Je m'explique en vous donnant un exemple que vous avez certainement tous vécu, peut-être même en tant qu'enseignant ou élève. Un professeur distribue un exercice et je cale sur une question. Qu'est-ce que je vais faire discrètement? Je vais peut-être regarder sur la feuille du voisin. Quelque part, je suis déjà peut-être dans une approche collaborative. Vous voyez, je vais chercher de l'aide du côté de celui qui sait. Alors, celui qui sait, ça peut être effectivement mon semblable, mon voisin, quand c'est comme ça, sur cette situation-là, ou alors ça peut être aussi, pourquoi pas, ben, évidemment, l'enseignant. Donc, cet apprentissage dont on parle quand on dit la personnalisation, c'est qu'on part de l'individu et on dit l'individu, eh bien, il a plusieurs ressources dans la classe. Le professeur, les élèves qui savent, et puis il y a aussi parfois les élèves qui sont comme nous, qui cherchent, et éventuellement, de temps en temps, on peut aussi avoir un menu un peu particulier et individualiser l'enseignement. Donc la personnalisation, elle englobe tout ça, c'est-à-dire qu'elle est à la fois, il y a des temps coopératifs, des temps collaboratifs, des mises en commun et de l'individualisation. De l'autre côté, on va retrouver des dispositifs, souvent d'ailleurs, ce sont souvent des dispositifs, et bien souvent d'ailleurs fléchés par l'Éducation nationale, qui a une batterie de dispositifs qui permettent d'individualiser. Alors, je fais appel, bien sûr, à tout ce que vous connaissez. Hein. C'est l'aide individualisée, l'AP, ça peut être, pourquoi pas d'ailleurs, les devoirs faits, hein, même si c'est un peu hors temps scolaire. Mais il y a les PPRE, par exemple, hein, pour ne citer que, mais il y en a plein, hein,
plein de dispositifs où on va individualiser. Alors, ça peut être sur un temps court, un temps un peu plus long, bien entendu, et au sein de la classe, ça peut même se traduire par des fiches autonomes, des plans de travail, des contrats ou des feuilles de route qui auront des couleurs un petit peu différentes en fonction des individus, voyez-vous, voilà. Donc, c'est pas, tout ça n'est pas contradictoire, hein, tout ça se complète. Et c'est pour ça que je tenais quand même à refaire un tout petit peu un point là-dessus. On pourra après peut-être en discuter. Hein. En tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses. Ensuite, quand on rentre plus précisément maintenant dans cette collaboration et cette coopération, dont j'ai annoncé tout de suite le sens, ce qu'il faut faire attention, me semble-t-il, en tout cas moi, c'est ce que je me suis rendu compte au fil des années, c'est qu'il faut faire attention à la tâche. Voilà. Alors, ça paraît bête hein, de dire ça. La tâche, c'est ce qui va déterminer en fait l'efficacité de l'activité. Est-ce que l'objectif va être atteint? Ça va dépendre de la tâche et ça va dépendre surtout de cette prescription de tâches. Alors, c'est très délicat. Voilà, c'est très délicat parce que il suffit évidemment pas de mettre en place des îlots pour faire quelque chose qui serait tout à fait fait d'un côté plutôt traditionnel. Par exemple, prendre des enfants, les mettre dans des îlots, puis leur dire, ben, écoutez, vous allez tous faire l'exercice 4, page 36, et puis on verra après. Là, évidemment, la tâche, elle est individuelle. Elle n'est pas collaborative. Donc, elle est individuelle. Chacun fait son exercice. Donc là, j'ai envie de vous dire, l'îlot est plutôt contre-productif parce que l'îlot, ça devient un îlot de conversation, ça peut être un moment de distraction parce que là, on ne travaille pas ensemble, on va travailler les uns à côté des autres. Alors du coup, quand on est vraiment dans l'envie de travailler en collaboration ou en coopération, eh bien, il faut faire en sorte, et c'est la palisse, hein, mais que cette tâche soit à la hauteur interroge vraiment cette collaboration. Alors, quelques pistes. Alors là, c'est vraiment personnalisé. Hein, c'est ce que je voulais vous raconter, c'est vraiment ce que je mets en place. La première réussite pour moi, c'est un groupe hétérogène. Voilà. J'essaye toujours de faire en sorte que les groupes soient hétérogènes, surtout mixtes, hein, de manière à ce qu'il n'y ait pas non plus quelque chose qui se fige. J'insiste aussi souvent, et je le dis, je n'aime pas garder les mêmes groupes. C'est pour ça que systématiquement, je fais en sorte que le répartiteur des groupes, j'utilise, on le verra tout à l'heure dans les outils, un logiciel qui me permet de faire ces groupes, eh bien, c'est tout, à chaque cours, à chaque séance, les élèves sont répartis. Donc, on ne travaille jamais avec les mêmes collègues. Voilà. Et ça c'est important parce que, comme le dit Philippe Mérieux, bien souvent, quand on fait un travail collaboratif, assez vite, si cette tâche n'est pas interrogée, eh bien, on va avoir des profils qui vont se dessiner. Et Philippe Mérieux, j'aime beaucoup, il dit, dans un groupe, il y a tout de suite le leader, voilà, il y a celui qui exécute la tâche, hein, il est un peu sous les ordres du leader, et puis vous avez, il appelle ça le chômeur, hein, celui qui fait rien, et puis vous avez le gêneur, et il le traduit en disant que c'est celui dont tout le monde veut se débarrasser. Donc, c'est vrai, hein, et ça se stigmatise souvent comme ça. C'est pour ça qu'il me semble qu'il faut aussi ne pas perdre de vue le temps. Et le temps est important, c'est-à-dire qu'on doit estimer dans la prescription de la tâche combien de temps je souhaite que les enfants y passent. Même si, alors moi, j'ai plutôt tendance à aller vers le plus court parce que je préfère à la limite que la tâche soit abordée, qu'on ait compris ce qu'il y avait à faire plutôt que finalement être dans la réalisation, voyez-vous. C'est-à-dire comprendre la tâche et dans un deuxième temps, la réaliser. Mais ce qui est le plus important, c'est comprendre ce qu'il y a à faire. Donc, le temps est important. Et puis, autre chose aussi, axé sur l'aide et l'entraide. J'en ai parlé évidemment, mais l'aide et l'entraide, c'est extrêmement important. C'est pour ça que, alors quand on rentre dans la salle de classe, on voit bien qu'il y a tout au fond de la salle de classe un espace
que j'ai appelé l'îlot des curieux. Alors, cet espace là où il y a le salon, eh bien, ça peut être aussi, même s'il a un rôle précis dans ma classe inversée, ça peut être aussi un endroit dans votre salle de classe. Alors, ce n'est pas forcément un salon, hein, ça peut être à côté d'une vitre ou une table individuelle. Ce que Sylvain Connac appelle la table d'appui. La table d'appui, c'est au moment où les élèves sont dans le travail, dans la mise en activité, eh bien, celui qui va savoir faire quelque chose, spontanément, alors ça fait partie du protocole à mettre en place, bien sûr, en début d'année avec les jeunes, mais on va les se mettre dans la table d'appui et on va être ainsi identifié par le groupe comme étant celui qui a découvert quelque chose et qui est prêt à le partager. Voilà. Donc ça, c'est un rituel. Et c'est vrai que ce rituel d'aide, donc là, pour le coup, on va parler d'entraide, eh bien, ce rituel d'entraide, s'il est effectivement suffisamment mis en place régulièrement, eh bien, il va fonctionner parce que les élèves vont le faire. Et c'est très intéressant parce que ce n'est pas du tutorat, voyez-vous, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le professeur qui dit « toi, tu vas aller aider un tel ». Ça peut l'être, mais dans l'esprit de la table d'appui, c'est peut être quelqu'un qui va s'asseoir parce que pendant 5 minutes, il va se mettre à disposition de la classe. Et moi, j'aime beaucoup ça. Voilà, je fais ça régulièrement. Les enfants vont à l'îlot des curieux quand il y a besoin. Ils vont aller chercher de l'aide. Alors, ça peut être moi aussi. Hein. Je peux aussi m'asseoir là-bas et attendre que l'on vienne me voir. Ensuite, ce qui me paraît important dans cette tâche collaborative, c'est de la fragmenter, cette tâche, surtout quand c'est une tâche complexe. Alors, un exemple pour illustrer, un exemple que j'aime bien, je l'ai souvent présenté, mais je trouve qu'il est assez concret. Là, vous voyez, mon objectif était de faire écrire un récit d'aventure à des enfants. Alors, attention, c'était pendant le confinement. Donc, ça va bien illustrer cette idée de fragmentation. Effectivement, les enfants n'étant pas face à moi, n'ayant pas non plus possibilité d'avoir de l'aide ou de l'entraide à distance, c'est plus compliqué, eh bien, il fallait que je soigne la tâche et que je continue à mettre en place cette pédagogie active, mais à distance. Et là, du coup, c'est vrai que si je dis aux enfants, vous allez faire un récit d'aventure, même si je donne une grille avec des critères de réalisation, il y a de grandes chances que certains d'entre eux soient en difficulté parce qu'il n'y a pas cette interaction liée à la promiscuité que crée une salle de classe. Alors du coup, la fragmentation est venue à moi tout naturellement. Donc là, voici un exemple sur ce récit d'aventure. Le premier jour, la première étape, j'ai voulu poser le contexte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posté sur le blog de la classe, ben voilà, une bouteille à la mer, voilà, une photo, tout simplement, avec juste, à votre avis, que va-t-il se passer? J'ai laissé, on va dire, un petit peu le temps passer, hein, quelques heures, et là, il a commencé à avoir des commentaires, hein. Donc des questions. Alors, il y en a un qui dit, bah, je pense qu'on va s'échouer sur une île, un autre qui dit, je pense qu'on va trouver un trésor. Vous voyez, on est déjà dans un engagement. Mais on n'est pas dans une surcharge cognitive qui aurait été trop lourde pour des enfants de 6e, puisqu'en l'occurrence c'était des 6e, sur la rédaction qu'ils vont faire de toute façon à la fin de ce parcours. Donc, premier jour, la bouteille à la mer. Deuxième jour, les échanges. Troisième jour, ben, on peut avancer, toujours sur la même thématique, un peu comme une série, hein, avec des épisodes. Et là, la troisième journée, ben, j'envoie une carte. Alors, une carte, alors elle n'était pas complètement vierge, puisque j'avais mis quelques petites vignettes avec un crocodile, enfin des petites vignettes. Et puis, les enfants, ben, je leur ai dit, ben, tiens, il y a une carte là. Peut-être ça serait bien de voir si on pouvait les gender, faire un parcours. Et ainsi de suite. Et après, le 4e jour, on en est venu au personnage. Mais tout ça, pour l'instant, était dans le désordre, voyez-vous, pour les enfants. C'était des vignettes qui venaient s'ajouter. Et à la fin, bien entendu, un peu comme le fil d'Ariane ou le petit poussé, on sème des graines et à la fin, on trouve le parcours. Et le dernier jour, on dit, ben voilà, avec tout ce que vous avez, maintenant, vous êtes capable d'écrire ce récit d'aventure. Et cette idée de fragmentation, elle me paraît extrêmement importante. Et on ne le fait pas suffisamment souvent en classe parce qu'on a tendance à donner une consigne, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, sans attendre que la première soit réalisée. Voyez? Et c'est ça qui me paraît important. C'est fragmenter, surtout quand on est dans une tâche collaborative. Et puis un autre exemple aussi qui est important dans la mise en activité des élèves, c'est également pour que la collaboration soit efficace,
encore faut-il avoir explicité ce que l'on attend d'eux. Et le modèle, il n'y a pas mieux, me semble-t-il, que le modèle. Alors, le modèle, c'est moi qui le fais. Là, par exemple, vous avez une photo avec un petit carnet. Et là, ce petit carnet, ben, c'était juste pour montrer ce que j'attendais. Et puis, évidemment, après, ben, on va avoir des productions. Les jeunes, ça permet aux jeunes, si vous voulez, d'avoir une représentation concrète de l'attendu. Alors, par imitation, me direz-vous, peut-être, mais le modèle, évidemment, n'est qu'un modèle. Il porte sur un thème qui est semblable sur celui que je voulais. Là, c'était un carnet de lecture réaliste. Mais bon, peu importe le sujet. L'idée, c'est ça, c'est qu'on fait un modèle. Ça peut être, pourquoi pas, un devoir de maths qui est mis à disposition de la classe et en disant à la classe, attention, ben voilà, vous allez être évalué dans une semaine. Vous aurez à peu près le frère jumeau peut-être de ce devoir. Et ça c'est tout à fait étonnant parce que les enfants aiment beaucoup ça. Ils voient tout de suite, ah oui, ils voient, en fait, ils mesurent l'ampleur de la tâche. Ils se disent, oh là, oui, en effet, là, on n'a pas tellement de temps à perdre parce que c'est quand même assez important. Et cette idée de volume, c'est pour ça que souvent, ils nous demandent, mais combien de lignes, combien de pages, combien… Alors, ça nous agace, mais on a le tort de s'agacer parce que c'est vrai que c'est vraiment extrêmement important. Bon, voilà, alors voilà pour… Je passe maintenant un peu plus à l'organisation. J'ai une petite question, juste Marie, avant de passer à l'organisation. Oui. Désolé de t'interrompre. Je pensais à la fragmentation des tâches. Oui. Comment tu valides qu'une étape a été faite pour pouvoir passer à la suivante? Est-ce que tu le fais déjà ou Oui, comment ça se passe? bien sûr. Tout à fait. Alors, lorsqu'on est à distance, sur chacune des fragmentations, il y a un retour. Hein, c'est-à-dire qu'on poste, alors pas les premières évidemment, hein, les premières il y a des commentaires, il n'y avait pas tout le monde ne commentait pas, mais sur la première action, il y a des retours et en classe, c'est évidemment le principe des feuilles de route, contrat de travail ou plan de travail. Hein. Si c'est individuel, le jeune va vous faire valider à certaines étapes balisées par le plan de travail, va faire valider soit par lui, soit par le professeur, soit par un père. Hein, ça peut être aussi, ça peut être ça. Dans la collaboration, idem, hein, quand c'est une tâche collaborative, le groupe fait la tâche. Quand il a fini la tâche, je leur donne la deuxième. Et ça veut dire que tout le monde ne suit pas au même rythme. D'accord? Et c'est ça qui est important, c'est aussi le respect des rythmes. Et puis quand un groupe avance plus vite qu'un autre, eh bien, il va y avoir un parcours bonus, quelque chose qui va permettre d'aller plus loin, qui va permettre d'aller encore plus loin que l'objectif, donc que la compétence attendue, donc une compétence dépassée. Et quand un groupe a des difficultés, là, mon intervention, du coup, sera d'autant plus efficace parce que je n'aurai pas, évidemment, le sentiment d'abandon des autres groupes, hein, puisqu'ils seront, eux, en train de continuer. Et donc, du coup, d'aller, c'est ce que je disais tout à l'heure, pourquoi pas, là, du coup, pour le coup, individualiser. Hein. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette individualisation, ce qu'on appelle, la différenciation, elle ne peut être vraiment mise en place que si on sort d'un enseignement uniforme, avec ses unités de temps, de lieu et d'action. Sans ça, évidemment, on ne peut pas, le one-man show, il ne va pas d'un coup s'arrêter en disant, bon, stop, arrêtez, celui du deuxième rang avec le chapeau, là, il n'a rien compris à ma blague, alors je vais la refaire. Bon, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est un peu la même chose en classe. Donc, ce que je veux dire, différenciation, il y a si on a mis en place la situation pédagogique qui va le permettre, évidemment. Hein. Alors, comment l'organiser, ce travail à Nilo? Parce que quand on parle de tâches, on a vu en général, mais il y a plusieurs approches. Alors, moi, on va dire, je suis à l'aise dans ces 5-là, mais il y en a certainement d'autres. Alors, on va regarder et les illustrer. Alors, d'abord, comment on les répartit, ces jeunes dans les îlots, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec un outil de manière, alors on peut utiliser, moi j'aime bien Classroom Screen, d'accord, qui fait ça très bien. On crée des groupes de manière aléatoire. Voilà, on rentre une liste et hop, ça génère des groupes. Sinon, on peut faire ça. Il y en a qui font ça avec Excel ou Numbers. Il y a Flippity aussi qui est pas mal. Flippity, tu connais?
Flippity aussi qui existe. Voilà, Flippity, tout à Ouais. fait. Il y a aussi équipe de classe sur iPad de IDOCO. Qui le fait aussi. Bon, il y en a plein. Si vous voulez, tout à l'heure, vous avez des questions là-dessus, on pourra y revenir. Bon, ça, c'est un outil aléatoire. Bon, bref. Alors maintenant, regardons. La technique d'investigation, la technique de projet, la technique de résolution de problèmes, d'observation et d'imitation, et de conception, de manipulation, de fabrication. Voilà, c'est là qu'il va falloir peut-être se dire, ah tiens, plutôt moi dans ma matière, je suis plus dans ça. Alors attention, hein, je ne vais rien inventer. Hein. Ce sont des techniques collaboratives qu'on pratique au quotidien. Hein. Simplement, là, j'ai juste pris le temps de les poser quelque part. Et puis, ça m'a permis aussi maintenant, quand je prépare mes séances, de me dire, même si c'était pas forcément posé dans ma tête, je me dis, tiens, aujourd'hui, pour ça, je vais faire de la manipulation. Voilà, je veux faire de la manip. Parce que ça me permet, mine de rien, de les varier, ces approches collaboratives, et de ne pas tomber dans quelque chose qui serait trop répétitif chez l'élève. Hein, il faut quand même que, si on fait de la collaboration, qu'il y ait un peu de variété dans les activités. Alors, la première technique, c'est l'investigation. Alors, on va aller voir tout de suite un exemple. C'est un exemple de manipulation. Alors, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, je vous ai dit, c'est ce que faisaient les enfants. Alors, vous voyez, je ne vais peut-être pas ouvrir la vidéo parce que je ne sais pas si j'ai le temps. Cédric, tu me dis, la vidéo dure 1 minute et quelques. On Oui, se oui, lance oui. Oui, vas-y. Alors, vous dites tout de suite, ce qui est important, c'est surtout ce que disent les enfants. Si vous n'entendez pas bien, on arrête. Hein, ce n'est pas la peine d'insister. J'y vais, je lance. Et je ne peux pas grandir plus. Non, c'est pas grave. Très bien. Oui, voilà, c'est plus facile. Vous testez une leçon à manipuler sur une notion compliquée. Oui. Vos avis. Moi, j'aime bien quand même parce que, comme on a déjà parlé, c'est pas trop compliqué. Je trouve ça facile parce que, par exemple, avec des cases, on peut en déduire aussi et du coup, on pourra comprendre mieux. Je finis par finir hier. Attends, là, nous finissons. Non, nous finissons sur le deuxième cours. Oui. C'est hier. Attends. Nous finissons, je suis ça, c'est ça. Je l'ai mis là. Vite. Oui. Non, c'est Tu peux me donner ton avis sur cette leçon manipulée? C'est bien parce qu'il y a la leçon. Après, c'est vrai que c'est... par exemple, il y a des fois, peut-être qu'il aurait fallu faire un par un et être plus précis. Parce que là, par exemple, des fois, il y a des cases, je ne vais pas dire qu'on met au pif, mais on en déduit en fait. Tu le déduis. Je sais pas, moi. Et t'as trouvé ça facile, toi, ou pas? En fait, grâce à ça, il y a des mots qui peuvent nous aider à savoir où il faut les placer. Par exemple? Là, il y a marqué dans le groupe nominal, extension interne. Oui. Et du coup, il y a marqué un nom ou groupe nominal. Donc, groupe, ça, on peut penser que c'est plutôt dans l'expression interne. Les leçons manipulées, vous en pensez quoi? Pour l'instant, là, vous venez de l'expérimenter. Des fois, je trouve que même si on ne comprend pas tous les mots, on peut faire notre propre opinion et après, on peut apprendre nos erreurs. Enfin, au lieu de recopier une leçon qu'un prof, par exemple, écrit au tableau, là, on peut manipuler ces mots. Ouais. Voilà. Donc, j'espère que vous avez entendu un peu ce qu'ont dit les enfants. Oui, oui, Cédric, tu me dis oui. Oui, Okay. oui, oui, on entendait. C'est vrai qu'il y avait la musique parfois qui couvrait un peu, mais globalement, on a senti qu'ils posaient des questions intéressantes ou qu'ils étaient, en tout cas, qu'ils avaient des suggestions intéressantes. Oui, alors ça c'est tout à fait, ma personnalité. C'est-à-dire que j'essaye toujours des nouvelles choses. J'essaye toujours d'avoir cette
posture d'enseignant, on va dire chercheur, hein, mais sens terrain, quoi. Et leur demander, voilà, parce que parfois, tu vois, l'enfant qui dit au début, il me dit, oui, on a l'impression qu'on devine, enfin, c'est pas qu'on devine, mais on en déduit. Et moi, ça, c'est le mot que j'attendais, tu vois. Quand il me dit on en déduit, ça veut dire que quelque part, il est déjà dans la catégorisation. Il n'a pas mis au pif. D'ailleurs, il le dit, on pourrait penser qu'on met au pif, mais en fait, non, mais en fait, on déduit. Bon, mais ça veut dire qu'il construit. Voilà. Et ça, c'est des petites vérifs que je m'accorde quand je fais quelque chose de nouveau pour aller voir un petit peu parfois, je me plante. Hein. Parfois, je me dis, oui, ça ne sert à rien ce que tu as fait. Mais les interroger parce que c'est vrai qu'ils ont… puis bon, après, il y a l'engagement aussi. Hein, je vois bien. Alors, c'est un boulot de dingue. Si vous voyez, enfin, toi, Cédric, tu connais bien, mais… Tu as reconnu Keynote hein, ou un PowerPoint, hein, mais là, c'était Keynote. C'est un boulot de dingue. De dingue. Hein. C'est-à-dire que chaque… Enfin, peut-être qu'il n'y a pas que des profs de français dans la salle, mais pour chaque notion, c'est compliqué parce qu'il faut rentrer dans cette gymnastique de construction, vous voyez. C'est-à-dire qu'effectivement, la petite a raison. La leçon y est, mais il faut replacer dans les cases, il y a de la logique. Et un peu comme un schéma, je ne sais pas, de chimie, tu vois, avec tous les ingrédients, et on place, qu'est-ce qui va se passer, et là, il va y avoir une ébullition, machin, là. Et donc, voilà. Et ça, c'est beaucoup de travail. Alors, c'est beaucoup de travail, mais comme vous le savez sûrement, je partage tout. Hein. Donc là, par exemple, s'il y a des profs dans la salle de français, vous pouvez aller chercher les leçons à manipuler, puisque elles sont téléchargeables au format PPT ou au format Keynote. Et vous pouvez les récupérer parce que finalement, quand il y en a un qui travaille, autant que les autres ne refassent pas, voilà. Merci, autant partager. Donc, ça, c'est mon blog, hein, donc vous pourrez aller le retrouver tout ça, mais c'était juste une illustration. Alors, je reviens à mon histoire d'investigation, là où tu vois, là, on est vraiment dans cette investigation, cette recherche. Après, évidemment, il y aura une mise en commun, hein, on est d'accord, hein, évidemment, je ne vais pas les laisser comme ça, mais avec une proposition, et on va donc aller à l'Agora, là, dont j'ai parlé tout à l'heure, où on va montrer, un petit va être tiré au sort de manière aléatoire, et il va venir montrer sa proposition, la proposition du groupe. Après, il y a aussi la pédagogie collaborative autour du projet. Bon, ça, c'est vieux, ça date pas d'aujourd'hui. Un projet, ça c'est quand il y a un but final, ça les jeunes adorent. Alors là, récemment, j'ai fait un truc sur les Oscars. Alors au début, j'avais pensé faire avec Molière, mais là, j'ai fait avec les Oscars. Ils avaient lu des pièces de théâtre et donc je leur ai dit, vous allez être un personnage de la pièce et vous êtes invité à la cérémonie des Oscars. Et vous allez donc venir sous le fond vert là-bas. J'aurais mis le décor des Oscars et vous allez venir parler de votre personnage, remercier l'auteur de vous avoir confié ce premier rôle. Voilà. Et donc, c'était pour travailler évidemment l'oral. Donc là, je ne vais pas vous passer tout ça. Mais évidemment, le projet, cérémonie des Oscars, voilà, ça fait le buzz, hein, ça c'est sûr. Hein. Après, il y a des choses qui sont plus délicates pour certaines disciplines. Par exemple, la résolution de problèmes autour d'une problématique. Là, j'ai mis, par exemple, ça peut être une question qu'on pose. Voilà, on arrive, on dit, écoutez les enfants, j'ai une question aujourd'hui. Bon, et bien cette question, c'est pour cette pièce, pourquoi on parle d'amphithéâtre? On n'a fait que du théâtre et là, celle-là, on parle d'amphithéâtre. Et pourquoi? Je vous en donne plein, je vous donne plein d'extraits de plein d'auteurs et vous me dites pourquoi c'est de l'amphithéâtre. Et vous avez 10 minutes. Donc là, tu vois, on est aussi autour d'un problème, puisque c'est mon problème qui devient leur problème. Voilà. Observation-imitation, ça, je suis assez… j'aime bien faire ça, parce que j'aime créer, en fait, à titre personnel. Donc, j'aime bien la pédagogie du modèle, je vous en ai parlé. Donc, tu donnes un modèle hein, et tu dis, bon, ben voilà, je veux un truc comme ça. Voilà. Vous débrouillez. Alors, le modèle, là, par exemple, c'était une affiche que j'avais faite. Donc, ça, c'est la mienne. Et je leur ai dit, ben, je veux la même chose, mais sur les livres que vous avez lus. Mais je ne vous dis pas comment j'ai fait. Vous devez comprendre comment j'ai fait. Et là, c'était évidemment rigolo parce que c'était le livre à ne pas lire. Alors, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc bon. Alors, tu vas comprendre ce qu'il y a à faire, puis le faire. J'espère qu'ils n'ont pas choisi le tien, d'ailleurs. Non, ils n'ont pas choisi le mien parce que ce n'était pas la même thématique. Je suis toujours en temps de décalage par rapport à eux parce que sinon, si tu leur donnes quelque chose de trop proche, ils ont tendance à ne pas s'approprier le modèle, si tu veux. Parce que le modèle, c'est
C'est comme les modes d'emploi de chez Ikea, tu vois, tu as le modèle à la fin. Et puis après, ben, il faut déconstruire quoi, pour voir comment c'est fabriqué. Hein. Et c'est ça qui me plaît. Voilà, c'est ça l'engagement actif, l'apprentissage actif. Alors, donc ça, c'est pour l'observation et l'imitation. Et puis après, là, il y a la manipulation, la fabrication. C'est un petit peu le projet, mais peut-être des choses plus, comment dirais-je, matérielles, tu vois, des produits qu'on peut vraiment diffuser, partager. Alors moi, dans ma matière, c'est la radio, tu vois. Dans cette approche de fabrication, on fabrique des podcasts. Voilà. Et donc là, on est sur quelque chose de concret. En techno, ça sera la fabrication d'une maquette ou, je ne sais pas, la réalisation d'une pièce avec de la domotique, tu vois. Donc voilà, c'est un projet, mais un projet qui est vraiment, qui amène à une production, une fabrication. Voilà. Donc, voyez ces approches et puis après, ben, on va aller maintenant vers les outils, d'accord? Alors, comment on fait toutes ces approches? Elles ont besoin d'outils. Hein, quelle que soit l'approche, on a besoin d'outils et ça va nous faciliter la tâche. Et en termes d'outils, et sur la focale collaboration, hein, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Alors, on a bien entendu le répartiteur des tâches, ça je vous l'ai dit, mais c'est aussi au sein même, tout à l'heure on a vu le cas du procès, hein, au sein même du groupe, ils ont aussi besoin des fois d'avoir un outil pour se répartir les tâches. Alors, il n'y a rien de mieux évidemment que le Padlet ou le digipad de la digitale. Là, par exemple, c'était toujours un procès, mais un procès sur une autre œuvre avec des plus petits pendant le confinement. Ça date maintenant. J'avais demandé aux élèves à distance de collaborer. Donc, une classe de 6e faisait la défense du renard dans le roman de Renard et l'autre classe de 6e faisait l'accusation. Et j'avais créé 2 salles secrètes, évidemment, parce que là, tu leur dis bien, attention, c'est secret, à ne pas partager. Et ils y allaient, ils lisaient, bien entendu, le livre. Et puis, au fur et à mesure, moi, j'avais balisé les personnages qui vont défendre, les personnages qui vont accuser, tout ça. Et ils préparaient, si tu veux, le procès. Chacun y allait en postant. Et puis, à la fin, il y avait... ils avaient également, j'avais mis le lien vers une salle virtuelle et ils avaient la possibilité de se rejoindre dans la salle virtuelle pour discuter parce qu'il allait avoir un procès. Moi, j'étais évidemment le président du tribunal et j'allais avoir, je faisais des visios en petits groupes de 2 de la classe, 2 de l'autre classe qui s'affrontaient en échange d'arguments en visio. Et moi, je comptais les points. Voilà. Pendant que les autres étaient en train de regarder les points défiler sur le bloc de la classe. Et on avait des rendez-vous tous les quarts d'heure où on venait donc faire ce procès. Donc là, vous voyez, on est clairement sur un outil, le mur collaboratif, qui vraiment incite la collaboration. Un autre outil que j'adore, c'est la roulette alors ça, c'est plutôt quand on est en classe, un répartiteur de tâches. Hein, tu mets les prénoms des élèves, tu mets les tâches, et puis hop, ça défile. Autre outil dont on a besoin, c'est des outils d'écriture collaborative. Hein, alors bon, par exemple, le Pages sur iPad, mais d'autres Google Documents, etc. Ça permet évidemment de faire des chefs-d'œuvre collaboratifs. Y compris quand on est en classe, d'ailleurs. Hein. Donc là, par exemple, une production collaborative, cette année, j'ai eu l'idée de faire une série, de faire écrire le synopsis d'une série saison 1 intitulée « Les regards qui se croisent ». Donc, moi, j'étais la showrunneuse. Donc, moi, je passais commande. J'avais besoin pour Paramount, Argot Paramount Studio, donc c'est mes studios. Hein, Hollywood s'est déplacé pour l'occasion. Et j'avais besoin de propositions. Donc, 6 groupes ont travaillé. Ils se sont répartis les épisodes. Ils ont construit d'abord un groupe avec les exigences que je leur ai données, c'est-à-dire 11 personnages à traiter, avec une série de personnages premier plan et second plan. Et puis, à partir de là, ils ont dû produire. Alors, bien sûr, il y avait des fiches collaboratives au fur et à mesure. Tout le monde voyait tout ce que tous les groupes écrivaient. Et puis, bien sûr, après, il y a eu les productions avec les différents studios qui ont produit, voilà, qui ont créé leur propre
leur propre logo et qui ont produit les textes. Avec, Alors, pour la petite histoire, on les a même envoyés à Showtime, à Netflix et à Paramount. Donc, on a fait traduire et puis on attend que l'espoir fasse son chemin. Voilà. Mais ça, pour le coup, ça c'est un engagement, un vrai engagement. Et puis après, il y a le sondage collaboratif, la mise en commun que j'utilise énormément. Alors là, pour le coup, la mise en commun, j'aime beaucoup cette application qui se trouve sur un téléphone qu'on peut utiliser et qui s'appelle Post-it et qui permet bien sûr comment dirais-je, d'utiliser à la fois une hybridation du digital et du physique. Alors là, pour le coup, ça va être, je vais vous faire juste une toute petite présentation, mais parce que je l'aime beaucoup, cette application, et je l'ai préparée. Donc, c'est une application qui s'appelle Post-it, voilà, capture. C'est un scanner, voilà. Donc, les jeunes collaborent, travaillent, proposent individuellement dans un premier temps. Ensuite, il y a un iPad mis à disposition dans le groupe. On va scanner. Et à partir de là, on va pouvoir, bien entendu, préparer la mise en commun en procédant à un classement, bien entendu, qui va être ensuite projeté. Donc là, vous voyez, ça, c'est un outil qui, à la fois, allie le post-it, enfin, le papier et le digital. Et je trouve que c'est intéressant. Voilà. Enfin, personnellement, c'est un de mes outils que j'utilise pratiquement tous les jours en classe. Et puis, il y a le sondage collaboratif. Alors, sondage collaboratif, mais à quoi ça sert, ça, le sondage collaboratif? Moi, ça me sert pour ma rétroaction, pour voir la mémorisation, l'impact, tu vois. Et là, par exemple, à chaque fin de séquence, j'aime bien leur donner, alors j'utilise Mentimeter, c'est un outil de sondage, il y en a d'autres, mais je mets toutes les leçons qui ont été faites lors de la séquence, et je leur dis de quoi vous vous souvenez. C'est toujours la même question, Alors, évidemment, ça me donne encore un indicateur. Et qu'est-ce que je vois pratiquement à chaque sondage, c'est toujours les activités où ils se sont engagés pleinement, souvent autour de tâches complexes comme les rédactions, les productions orales, ou les leçons à manipuler en langue, que retiennent les jeunes. Voilà. Celles qui sont tout en bas, c'est souvent celles qui vont être faites plutôt dans un cours plus peut-être uniforme, tu vois. Voilà. Mais les engagées, elles sont toujours en haut. Et ça, c'est intéressant parce que je le fais sur mes 2 classes depuis le début de l'année et je vois se dessiner quelque chose quand même qui là parle vraiment parce que ce sont les enfants qui le disent. Oui, c'est ça, les résultats parlent d'eux-mêmes. Ouais. C'est des résultats terrain en plus. Donc, tout à fait. Parce que tu interroges le souvenir 4 semaines, 5 semaines après. Et tu vois qu'il y a des trucs qu'ils ont oubliés, forcément. Mais les trucs qu'ils retiennent, c'est là où ils se sont engagés. Ça, c'est sûr. Ça, c'est évident. Et puis, ils te le disent. Ils te disent, non, mais madame, on se souvient, quand vous nous donnez des choses à faire avec un projet ou quand on est sur quelque chose qui est compliqué, où on prend plus de temps, où on fragmente les tâches, on retient. Voilà. Et même on retient d'une année à l'autre. Parce que je me suis amusée sur ma classe de 4e, je les avais en 5e. J'avais une partie, en tout cas, et je les ai interrogés. J'ai fait un menti la dernière fois sur un truc de l'année dernière. J'ai repris des leçons de l'année dernière. Et d'une année à l'autre, ils se rappellent par le fait qu'on est dans une pédagogie collaborative active. Et enfin, un truc tout bête, l'appareil photo de l'iPad qui sert à faire des corrections coopératives. Alors que c'est rien de fou. Tu prends la copie, tu photographies. Alors, en règle générale, je prends toujours des copies des années précédentes parce qu'une dictée, ça reste une dictée. Tu vois, il y a toujours les mêmes types de fautes. Pour éviter aussi la mise en lumière d'un élève, c'est jamais très positif. Donc, je stocke, je fais des photos des copies et je les partage. Et je leur dis, vous allez voir telle typologie de faute, vous essayez de voir ce qui ne va pas dans ce deuxième paragraphe, et après, on met en commun, tu vois. Et là, du coup, on est sur des corrections extrêmement actives et coopératives.
et plus efficace que quand je fais la correction. On sait très bien que les jeunes, ils n'en ont rien à faire. Ils n'écoutent pas, ils attendent la note ou ils sont sur leur copie. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça qui était important, c'est de relier ces outils à ce que je vous ai dit, hein, c'est-à-dire à ces formes de coopération. Et pour terminer, la conclusion, c'est l'évaluation. Moi, je fais, j'ai des types d'évaluation par répartition. Alors, par répartition, c'est-à-dire que, par exemple, les élèves font quelque chose. Là, par exemple, j'ai une collaboration à distance. Et alors, je vais laisser un peu la vidéo pour que vous compreniez ce que c'est l'évaluation par répartition. Ça, c'est... Non, mais ils ont pas. Pour dire à vous d'écrire ou donner des idées. Vous donnez des idées? Oui, par exemple, là, par exemple Yann et Amandine ont donné une idée à Léna de rencontrer des créatures ou n'importe. Ou quand ils font des fautes orthographes. Et heureusement qu'on n'est pas à côté, parce que sinon on se donnerait toutes les réponses. Moi, je m'y attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait plus se faire assommer par un coéquipier ou un truc comme ça, mais non, ils ont marqué ça. C'était drôle et donc on l'a laissé. C'est plus simple parce qu'on ne s'engueule pas sur différentes choses. Le fait de ne pas être à côté de nous. Oui, voilà. Parce que comme ça, on n'a pas le choix. D'accord. On doit cohabiter. Et vu qu'on ne peut pas écrire n'importe quoi dans le chat. Oui, aussi. Voilà. Comment en haut? Sur des tortues. Car on a besoin de je peux écrire? Ouais. Voilà, ça. Voilà, le petit qui dit c'est à vous. Alors, je ne sais pas si vous avez tout compris, c'est un peu énigmatique, hein, mais c'est en fait une écriture de collaboration distanciée en classe. En classe. Ça veut dire qu'on va profiter de l'espace physique qui sépare les deux binômes. Ils travaillent à 4 en fait. Hein. Ils sont en train d'écrire une histoire, mais chacun a une place particulière. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Dans une écriture collaborative, pourquoi je parle de répartition, d'évaluation par répartition, on va voir concrètement qui a écrit quoi, voyez-vous? Et du coup, c'est une des réponses à la difficulté d'évaluer parfois le travail collaboratif. Donc, utiliser par exemple dans le cadre d'un travail collaboratif un document sur lequel les élèves vont pouvoir voir ce qui se fait par l'autre groupe et compléter, ça c'est intéressant. Et pour l'enseignant, c'est une façon d'évaluer qui est beaucoup plus certaine. Et là, ils utilisent, il a dit le jeune, le chat, on ne peut pas écrire n'importe quoi, parce qu'évidemment, le chat, c'est moi. Hein. Le chat, c'est moi qui l'utilise en posant des questions. Et en faisant travailler, en disant attention, là peut-être que vous pouvez faire ça et ça. Donc, vous voyez, la répartition par évaluation de l'évaluation collaborative, ça c'est un des exemples, hein, d'une collaboration distanciée, les écritures donc ensemble à 2 et puis les 2 autres qui attendent les réponses. Et il y a cet effet aussi de surprise. Alors, dans le chat, on peut construire, hein, on peut anticiper et dire, bah, tiens, moi, tu sais, je pense qu'on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Mais le travail fini, le document, là où il y a le traitement de texte, ça, c'est le document où se construit, la rédaction, en l'occurrence. Voilà. Alors, après, j'utilise aussi l'auto-évaluation. Donc là, il n'y a rien de fou. Hein. Auto-évaluation, j'aime bien utiliser cet outil que j'ai fabriqué cette année. C'est un baromètre où je leur demande en fait de se positionner avant le projet et après la réalisation du projet. Et ensuite, on compare. Dans quel état d'esprit je me situe avant, après. Et là, du coup, il y a quelque chose à faire là-dessus au niveau justement de l'engagement. Parce que bien souvent, les jeunes ont tendance à on va dire, se sous-estimer, se dire, oula, je sais pas, je manque un peu de motivation, j'ai un peu peur de la tâche. Puis après, ils se rendent compte que finalement, c'était pas si compliqué que ça. Donc, j'ai appelé ça le baromètre de l'écriture, mais certainement encore, je dois travailler là-dessus parce que c'est pas encore complètement finalisé. Mon idée va
peut être perfectible encore. Et puis l'évaluation par les pairs, bon là je ne reviens pas là-dessus parce que c'est quand même du classique. J'en ai parlé tout à l'heure dans l'introduction, ça aussi c'est une forme de répartition. Et puis sinon, ben, l'évaluation c'est aussi quand on a un projet, quand on a la réalisation par exemple du synopsis de la série, j'évalue le produit fini et ils se répartissent les points. S'ils sont 4, j'évalue sur 80, je leur dis 65 points et à eux, après 2-3 jours de réflexion, de faire le partage, soit équitable, soit pas équitable. C'est eux qui voient en fonction de l'engagement de chacun, mais c'est leur affaire, c'est plus la mienne. Voilà. Voilà. Ben, écoute, j'ai fini. Merci je pense Marie. que je vais laisser peut-être la place à quelques questions, même si j'ai fini à 59 au lieu de 45 annoncés. Ah non, mais c'est super. Ah bah, je vois que ça commence à écrire. Hélène commence à écrire dans le chat. Peut-être qu'il y aura des questions. Ouais, peut-être poser les questions à l'oral, peut-être. Oui, n'hésitez pas aussi à les poser à l'oral. Hein, Cela ne crée pas les Hélène, conflits chez les élèves. Non, alors non, Hélène. En fait, au début, c'est terrible la première fois. Vous allez le faire, hein, ils vont se chamailler, mais vous laissez faire. Voilà. Vous laissez faire. Alors, ils vont se chamailler, peut-être pas tous, hein, mais surtout, ne prenez pas parti là-dedans. Vous leur expliquez bien les règles du jeu. Moi, je suis hors du truc. J'étais pas dedans, je n'étais pas dans la mêlée. Je ne sais pas si le talonnage est correct ou pas correct. Hein. Donc, débrouillez-vous. Alors, la première fois, il y en a toujours un qui se fait avoir. Le pauvre. Et puis la deuxième fois, eh ben voilà, il y a l'honnêteté qui revient, le discours du prof qui dit bon, vous pouvez vous être malhonnête et prendre la moitié des points, je m'en fous, c'est pas mon problème. C'est le vôtre et votre conscience, c'est celle avec les autres. C'est l'apprentissage de la vie, ça. Voilà. Et en règle générale, quand ça devient un rituel, moi, ça fait des années que je fais comme ça, j'ai aucun problème. Puis même dans l'établissement, voilà, on sait aussi que j'évalue comme ça. D'une année à l'autre, avec les élèves, j'ai aucun problème par rapport à ça. J'ai mis le lien de la digitale pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas forcément, justement, parce que je sais que c'est une source en fait, d'outils qui est vraiment top au niveau collaboratif, entre autres. Faut pas hésiter à prendre la parole, hein, Hélène, si tu le souhaites, ou d'autres aussi. Hein, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous avez la parole, donc c'est le moment. C'est le moment. Hein. Allez, Hélène, le micro. Est-ce que... Alors, Hélène, voyons, aussi. Hélène. Alors, Hélène, elle dit... Attends, je vois que la moitié de la question. Est-ce que vous permettez parfois aux élèves qui le souhaitent de travailler seuls? Ah ben, bien évidemment. C'est le principe de la personnalisation. Hein. Il y a le mot individualisation dedans, hein, bien entendu. Alors attention, des fois je fais que de l'individualisation, enfin, avec des plans de travail, ok, voilà. Quelquefois c'est collaboratif, quelquefois c'est coopératif. Des fois je laisse la possibilité de se positionner comme ils veulent. C'est vraiment souple. C'est ça qui est. Mais par contre, c'est toujours, dans ma pédagogie, l'activité est prégnante. C'est-à-dire, je parle très peu. Ça doit vous surprendre, là, hein, parce que vous allez vous dire, elle parle beaucoup, mais dans mon cours, je parle très, très peu. Je parle juste 5 minutes au début et un petit peu après à la fin, mais sinon, je parle très peu. Et tu te réserves pour les webinaires, c'est ça qui est bien. Ah, bien. J'aurais une question sur le travail de groupe. Fanny, ouais. Allez, Fanny. On y va. Oui, bonjour, merci. Bonjour, merci Marie pour la super présentation. Fanny de Aix-en-Provence. Oui, la collègue de Romain, voilà, c'est ça. Eh ben, ouais. Donc avec Romain qui est en physique-chimie et moi je suis en SVT, on travaille en groupe aussi. Alors on fait des groupes, oui j'avais une question tu sais par rapport à la répartition des élèves. Donc on fait des groupes aussi aléatoires, une répartition aléatoire, donc on tombe sur des groupes le plus souvent hétérogènes, par un système de jeu de cartes en fait. Hein, voilà, donc les élèves tirent une carte de personnage au sort, mais après une fois que les groupes sont faits, en gros ça reste 6 semaines en moyenne, c'est-à-dire le temps d'un chapitre.
et après on change, on redistribue les cartes. Mais alors, donc, ça fait des années qu'on fait ça, donc il y a énormément d'avantages, tu en as beaucoup parlé, mais je me heurte quand même à une question qui me chagrine de plus en plus. Dans certaines classes, les élèves des fois tombent sur une certaine répartition qui ne leur convient pas parce qu'ils se retrouvent avec quelqu'un qu'ils n'apprécient pas trop, avec qui ils sont pas bien vraiment pour travailler, c'est-à-dire ça se voit même physiquement sur eux. Et alors oui, il y a quelques tables individuelles où ils peuvent s'isoler s'ils en ont besoin, mais j'en ai pas beaucoup dans la salle. Et vraiment, je suis embêtée, j'ai du mal à gérer ça, en fait. Tu vois, plutôt que. J'ai une collègue qui m'a dit mais regarde, toi, tu n'aimerais pas travailler avec un autre collègue avec qui tu t'entends pas bien, donc pourquoi tu les laisses pas se mettre avec des élèves avec qui ils se sentent bien pour travailler? Alors, moi, franchement, là, je vais te dire quelque chose qui ne va pas du tout t'arranger, mais c'est trop long, à mon avis. Voilà, c'est trop long les 6 semaines là. Voilà. Il faudrait que tu puisses refaire ton organisation de cours pour que ça soit des temps beaucoup plus courts. Parce que finalement, en faisant ça, c'est contre-productif. Parce que là, l'engagement, va être pipé parce qu'il y a certains élèves qui vont vraiment y aller à contre-cœur. Donc, moi, je crois que essaye de voir si tu ne peux pas faire des tâches. Alors, soit tu hybrides, c'est-à-dire que tu organises ton cours pour qu'il y ait plutôt coopération, du coup, des grands temps coopératifs où ils seront en train d'écrire individuellement, faire les choses, et puis des moments où ils seront en collaboration dans l'îlot. Ça va être un petit peu plus facile pour ceux qui n'ont pas eu de chance, qui ne sont pas avec des collègues qu'ils apprécient. Ou alors, si vraiment tu veux rester dans la collaboration, eh bien, il faut que tu t'organises ton cours différemment pour que tu puisses avoir des temps beaucoup plus courts. Moi, par exemple, je vous l'ai déjà dit à toi et à Romain, mais moi, c'est à toutes les séances de 2 heures. Si ils n'ont pas le temps de râler. Bien sûr que des fois, c'est le tirage n'est pas bon, mais ils se disent, bon, ouais, c'est le temps d'un cours et le cours suivant, le hasard fera peut-être bien les choses. Ils savent que ça va changer. Et voilà. Fanny, J'ai je confirme. là. Je confirme parce que moi aussi, moi, ma matière aussi, c'est, d'origine, c'est les sciences physiques. Et moi aussi, je faisais des groupes aléatoires. Et en général, oui, ça ne durait pas plus d'une séance, que ce soit une séance de travaux pratiques ou une séance d'activité. Je préférais justement mixer en général pour éviter de cristalliser effectivement quelqu'un qui travaille 6 semaines avec quelqu'un qui ne s'entend pas. C'est trop long. Sinon, on va retomber dans ce que je disais sur ce que dit Philippe Mérieux sur les rôles. Pratique et avec ces groupes qui sont complètement figés dans des rôles que les élèves s'approprient et qu'ils n'en sortent pas. Et le prof non plus, il est bloqué par rapport à ça. Donc moi, je pense qu'il faut que il faut arrêter les 6 semaines. Voilà. Oui. C'est vrai qu'on les voit qu'une fois ou 2 par semaine, mais c'est vrai qu'on les voit peu. Donc au final, 6 semaines, ça fait 10 heures de cours. Mais c'est trop long. 10 heures de cours, c'est trop long. Dans leur tête, ils ne calculent pas comme ça. Ils se disent 6 semaines, c'est d'une vacance à une autre et je vais être avec lui. Et ils s'imaginent qu'ils sont toute la semaine avec lui, tu vois. Donc c'est ça qu'ils voient. Et du coup, tu casses le dynamisme. Exact. Merci beaucoup. Merci. Merci Fanny. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans notre public ou est-ce que on a fait le tour? Est-ce que Marie a répondu à vos questions par rapport à tout ce qu'elle pratique déjà en classe? Je vois pas d'autres questions arriver, donc c'est que ça a été super clair. Est-ce que vous avez appris un truc? Voilà. Est-ce que vous avez, vous repartez en vous disant, est-ce qu'il y a quelque chose, même un peu de détail, tiens, ça me donne une idée. Ah ben voilà. C'est ça le plus important, c'est participer à un webinaire, vous prenez du temps, autant que ça vous serve. Si vous me dites non, il va falloir que je me mette un peu en question, ça c'est sûr. Mais vous voyez, c'est ce que je fais avec les élèves. C'est devenu presque un réflexe. C'est pas est-ce que j'ai été efficace, est-ce que je suis… Non. C'est est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous retenez de ça? Qu'est-ce que vous retenez? Vous avez une idée, ok, c'est très bien. S'il n'y a qu'une idée, c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose que vous allez pouvoir peut-être vous approprier. Apparemment, oui, il y a des réponses. On voit voilà, plein d'idées pour Élodie. Il n'y a plus qu'à. Ouais, effectivement, faut y aller. Mais comme d'ailleurs, Marie, tu l'avais dit déjà à ton premier webinaire avec nous, faut pas tout faire en même temps. Faut y aller pas à pas.
C'est ça qui marche. Et, Bah, ça, c'est évidemment, vous avez compris que, enfin, si vous voyez tout ce que j'ai présenté, c'est des années de boulot, c'est la mise en activité. Moi, je n'ai pas du tout été formée à ça, moi, hein, pas du tout. Hein. Moi, j'étais sur le cours uniforme, dialogué. Donc, j'y suis allée progressivement, j'arrête pas de le dire. Bon, aujourd'hui, je suis âgée, donc j'ai de l'expérience. 34, je continue 34, pas plus. Ouais, 34 ans, voilà. Voilà. Mais quand même, il faut y aller progressivement. Moi, quand j'accompagne les établissements, parce que ce que j'aime faire aussi, c'est de la transformation dans les structures, aller dans les établissements. Alors ça, j'adore. Voilà, ça, c'est mon éclat. J'y vais pas que sur une formation, je les suis sur voire plusieurs années. Et là, avec les mêmes équipes, et du coup, là, je peux les accompagner, voilà, dans cette mutation. Et on commence toujours. Mon premier truc, c'est que je leur demande de venir me voir avec un cours qu'ils détestent faire, toujours. Et je leur dis, tu viens avec ton cours là, et moi, avec moi, on va le reconstruire. Et en fait, on part d'un seul cours, d'une seule séance d'1 heure. Bon, après, on la déconstruit, on essaye de voir comment on peut, de l'uniformité, aller vers quelque chose de plus différencié, de plus engageant, voir quelle typologie de collaboration, de coopération, si on est la collaboration, quel type de collaboration on va mettre en place, à quel moment, est-ce qu'on va prendre ça pendant toute l'heure ou pas. Donc, on met en place toutes ces stratégies. Et après, le jeune, j'allais dire, le collègue fait. Et bon, moi, en règle générale, j'y suis aussi, j'observe. Et après, on fait un échange, un retour dessus. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire qu'en fait, il suffit d'avoir vécu 1 heure de cours un peu différents pour comprendre en fait le système, comment ça fonctionne, pour après pouvoir reproduire. Mais il faut expérimenter. Voilà, il faut soit aller voir quelqu'un, et ensuite faire quelque chose, ne pas hésiter à demander à quelqu'un qui pratique la pédagogie active, de dire allez-y, venez. D'ailleurs, tiens, voilà, je vous invite, Cédric va peut-être vous en parler, venez à Ludovia. Cédric, il sera présent à Ludovia, moi j'y serai aussi, Romain, évidemment, il sera, Fanny peut-être, je ne sais pas. En tout cas, à Ludovia, donc fin août, c'est l'université d'été autour du numérique éducatif, mais donc on parle beaucoup de pédagogie active, évidemment, et il y a des échanges de pratiques, c'est incroyable. Donc peut-être que là, vous allez faire des rencontres autour de votre région et que vous allez pouvoir vous lancer. C'est comme ça qu'on est tous partis. Donc voilà, il y a Agnès qui dit « je confirme ». Donc Agnès, elle doit venir sûrement à Ludovia. Hélène, tu as une question? Je vois que tu as levé la main. Oui, merci. C'est par rapport aux élèves qui se proposent d'aider les autres dans l'îlot là, des curieux. Je voulais savoir si vous les formiez au fait d'aider les autres, mais parce que j'ai entendu parler de ça, de former les élèves à ça, mais par contre, je ne sais pas quelles ressources trouver pour savoir comment les former. Donc, je voulais savoir les si former. Je ne les forme pas. D'accord. Je ne les forme pas. Non, je ne les forme pas parce que quand tu sais faire quelque chose, tu sais faire la vidange, par exemple, tu peux venir chez moi me montrer. Tu ne vas pas aller voir un garagiste pour qu'il t'explique comment tu dois montrer. Je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple débile de vidange, mais bon, c'est pas grave. Peut-être parce qu'il faut que j'aille la faire. Mais tu vois, quand tu sais faire quelque chose, tu n'as pas besoin d'avoir un professeur derrière qui te dit comment tu vas l'enseigner. Naturellement, les enfants le font. Quand ils ne savent pas, quand quelqu'un sait faire, il explique. Alors, il explique différemment. Après, l'autre, il comprend ou il ne comprend pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, peut-être qu'il va dire, oh non, toi, tu m'as mal expliqué, je vais aller voir Paul, lui, peut-être qu'il va m'expliquer différemment. Mais il faut les laisser faire. Parce que si tu mets ta main dedans, à nouveau, voilà. Hein, voilà, c'est le risque qu'on a tous envie de faire, de dire il faut que ça soit bien expliqué, il faut que ça. Après, le résultat parlera. Si le résultat n'est pas top, c'est de toute façon tu le valides, le résultat. Donc, tu verras bien si le gamin a bien expliqué. Mais je ne pense pas, si tu passes par, tu sais, le système de je forme les tuteurs, comme on faisait à l'époque quand on faisait des tuteurs en vie scolaire, tu sais. Alors, il y a les formations, des formations des tuteurs, puis finalement, ça se cassait la figure, ce truc-là. Parce qu'on voulait mettre du formel sur quelque chose qui est informel. Parce que l'aide en classe, elle y est.
Voilà. Je te passe mes notes, je suis dans l'aide. D'accord? Je te souffle la réponse, je suis dans l'aide. Enfin, dans l'entraide, ce que Konak appelle ça l'entraide. Bon, alors voilà. Et cette entraide, elle y est. Elle y est. C'est ça qui était d'ailleurs compliqué pendant le confinement et les retours de recherche le disent. C'était c'était le social. Hein, c'est l'école comme un lieu de partage qui n'était plus là. Et c'est pour ça que c'était compliqué. Donc, Hélène, je suis désolée de te décevoir, mais je n'ai pas la réponse à ta question. Je ne sais pas comment former des élèves à former d'autres. Parce que je pense que celui qui sait à un moment donné, il ne saura pas demain. Tu vois, c'est pas forcément toujours le meilleur. Il y en a peut-être un dans la classe qui sait faire une vidange, mais qui ne sait pas accorder les accords du participe passé, tu vois. Tu vois, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on met bien tout. sûr. Effectivement. Vas-y, Hélène. Je me demandais si on ne formait pas tous les élèves à aider pour pas qu'il y ait. C'est vrai que oui, ça peut être de l'entraide de souffler la réponse. Mais bon, nous, quand un élève nous demande de l'aide, on ne va pas juste lui donner la réponse. On va essayer de poser des questions, de l'amener à réfléchir. Donc, est-ce que c'est pas ça aussi qu'on attend d'un élève qui effectivement qu'il explique peut-être comment faire, mais qu'il essaye d'aider vraiment son camarade à trouver la réponse finalement par lui-même? Je crains qu'en mettant ton nez dedans, en disant il faut que tu expliques, tu ne donnes pas la réponse, qu'est-ce que ça peut faire s'il donne la réponse? Franchement, même s'il donne la réponse, je pense que le client qui arrive, qui veut apprendre à faire une vidange, si tu viens que tu me fais la vidange à ma place, je ne serai pas satisfaite de tes services. D'accord? Parce que je n'aurais pas appris. Et bien, l'élève, au bout d'un moment, il va se rendre compte que cette aide-là, l'autre, il lui a donné la réponse, mais sur l'exercice suivant, voilà, il a encore chocolat, comme on dit chez moi. C'est-à-dire qu'il ne sait toujours pas. Donc, il va se dire, je vais aller voir quand même, parce que j'ai besoin un petit peu de faire, de savoir faire. Parce que, attention, tout ça, là, tout ce que je suis en train de te dire, là, ça fonctionne très bien parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que je voulais. On n'est pas le 2. Hein? Pardon. Ouais, pardon Marie. Oui, non, mais c'était ça en fait. J'allais le dire. Effectivement, là, on n'est pas dans l'évaluation sommative. On est vraiment dans la formation, dans l'apprentissage. Et en général, moi aussi d'expérience, quand je laissais les élèves justement interagir entre eux sur des tâches, moi j'ai déjà entendu un élève qui justement donnait la réponse à son camarade qui lui posait la question, et l'autre qui lui répondait: oui, non mais t'es gentil, mais moi je m'en fous. Moi je veux savoir comment t'as fait pour y arriver en fait. Mais c'est lui qui le disait. C'était pas moi qui intervenais en fait. Et c'est vrai que quand on est sur le formatif, on n'est pas dans la compétition, on n'est pas dans l'épreuve, on est dans le training. Et c'est ça qui est important. C'est quand quand on est en train de construire, qu'on a besoin, non pas que tu m'apportes ta vidange là, mais que tu m'apprennes à le faire, parce que peut-être après, je passe mon CAP de mécanique auto, je continue dans mon délire, et là, j'aurais besoin de faire la vidange toute seule. Tu comprends? Oui, merci. Hélène, merci. Merci Hélène, merci. Hélène, tu sais faire la vidange en fait? Pas du tout. Oh là là, mais c'est vrai que, mais ça c'est marrant parce que c'est intéressant la question que tu poses, Hélène, je trouve, et c'est une question que d'autres peuvent avoir. C'est pas facile de laisser la main justement à des groupes d'élèves en classe. On n'a pas cette habitude. On n'a pas traditionnellement dans justement ce que Marie, tu disais, l'enseignement uniforme. On n'a pas cette tradition de laisser les élèves interagir parce que on a peur du loup, quoi. Enfin, on a peur que ça déborde, on a peur que qu'ils fassent tout sauf travailler. Mais en fait, concrètement, si ils travaillent en fait, si il se passe des choses, et ça se passe peut-être pas dans la même forme que tout ce qu'on a connu, même nous en étant qu'élèves à l'époque, hein, parce que je suis sûr que là, dans tous les participants, on n'a pas tous connu justement ce type d'enseignement, ce type d'apprentissage non plus, et que c'était hyper directif, hyper descendant en fait la plupart du temps. Et du coup, on n'a pas forcément cette idée qu'on puisse effectivement échanger avec d'autres de manière constructive. Et pourtant, c'est comme ça que
c'est par apprentissage de pair à pair, hein, qu'on a réussi justement à se forger, même depuis l'humanité, quoi, le berceau de l'humanité. Enfin, je vous invite à lire des bouquins comme Sapiens ou ce que je suis en train de lire en ce moment, le dernier livre d'Attali, qui est super intéressant sur l'histoire et avenir de l'éducation. Euh, c'est comme ça qu'on a commencé à forger l'apprentissage. Et d'une manière générale, pas toujours d'ailleurs à l'école, on a toujours appris par les pairs, par les maîtres, toujours le côté un peu maître-disciple, mais avec aussi une collaboration en fait pour arriver à survivre déjà à la base face aux troupeaux de mammouths ou autres, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, faut vraiment garder en tête que l'école ne devrait pas être différente en fait et qu'on peut encourager ça aussi dans le cadre scolaire. Et c'est l'objet justement de toutes ces pratiques que tu nous as montrées, Marie, qui sont super intéressantes. Et merci d'avoir aussi détaillé justement les subtilités qui existent entre coopération, collaboration et toutes les autres subtilités que tu as présentées aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Là, il est l'heure malheureusement de se quitter, mais bon, je vois qu'il n'y a pas plus de questions pour l'instant. Merci à tous. Merci à tous d'avoir participé. J'espère que ça vous a présenté aussi la réelle plus-value des activités collaboratives, évidemment. Et d'après ce que j'ai pu lire, je pense que ça vous a inspiré aussi, hein. Donc voilà, n'hésitez pas, pareil, toujours à mettre en place petit à petit, hein, pas à pas, tout type d'activité dans votre classe. Inspirez-vous, hein, du blog de Marie, hein, qui vous sera évidemment partagé. Et je vois les messages. Merci vraiment à vous. Et alors, quant à nous, justement, on va faire une petite pause dans notre série de webinaires. Parce que c'est vrai qu'avec l'arrivée du printemps, il y a plein de projets qui fleurissent un peu partout, que ce soit dans des établissements, dans des collectivités. Il y a tout plein de choses qui se mettent en place. Et c'est aussi l'occasion pour moi, comme le disait Marie, qui aime se déplacer aussi pour aider et encourager justement ces pratiques diverses et variées et enrichissantes. Moi aussi, j'aime bien me déplacer et c'est pour ça que le prochain webinaire aura certainement lieu en mai, hein. Je n'ai pas encore la date précise, mais je vous la communiquerai. En tout cas, je bougerai, hein, je bougerai beaucoup ces prochaines semaines. Et d'ailleurs, si vous souhaitez justement et Marie l'a dit, et c'est justement l'occasion aussi d'en parler. Si vous souhaitez qu'on intervienne au sein de votre établissement pour initier ou développer justement un projet pédagogique, moi je serais ravi de pouvoir vous aider dans ce sens, de discuter avec vos équipes, avec vos collègues. Marie le disait aussi, hein, Marie justement fait partie aussi de tout ce réseau qui peut intervenir dans votre établissement. On est là pour ça. Notre mission principale, outre pour moi l'équipement en numérique, c'est vraiment de faire évoluer les pratiques pédagogiques. C'est le but de ces webinaires. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi avec des enseignants formateurs dans toute la France, donc, dont Marie fait partie. Et quand je dis dans toute la France, c'est toute la France et au-delà, hein. On dépasse les frontières, hein. Et justement, on peut se déplacer pour faire des démonstrations, des ateliers de formation, pour développer justement les compétences de vos équipes et avancer dans le bon sens. Donc, et nous d'ailleurs, en tant que BIMP Éducation, on est référencé Calliope, hein, faut que vous le sachiez quand même, et on peut intervenir par le biais d'organismes de financement, par exemple, tels que Formiris dans le secteur privé sous contrat, ou d'autres organismes encore dans le secteur public. On peut intervenir pour faire des interventions d'information, de formation, faire des suivis, hein, de projets dont Marie parlait. Il faut pas hésiter à nous contacter, on est là pour ça. Et je vous remercie encore. Merci encore, Marie, hein, pour ta présence et la richesse de ta présentation et tous nos échanges. C'était, comme d'habitude, super de t'avoir. Et je vous souhaite alors un grand merci à toutes et à tous, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt, au plaisir de vous retrouver. Restez au courant. Oui, voilà, ouais, Hélène posait la question. Je regarde un peu les derniers messages dans le chat. Merci Marie d'avoir mis les liens. C'est super. Le lien de YouTube pour les webinaires après. Voilà, super. Ouais, on a effectivement on a même une chaîne. Alors, je peux même la partager directement. On a la chaîne propre au webinaire.
Je ne sais pas si c'est Ah, d'accord. celle-ci. Ouais, mais c'est pas grave, je vais la mettre aussi pour que ce soit même encore plus direct parce que là, Le général. c'est BIMP, mais voilà, je vais mettre la playlist. Voilà, la playlist sur les webinaires. Je vais la mettre tout de suite. Hop, comme ça, vous les aurez. N'hésitez pas à aller explorer tout ça. Voilà, je pense que YouTube playlist. Voilà, voilà. Ah bah, on voit Nicolas et moi là en aperçu, c'est assez drôle. Donc Nicolas Olivier qui fait partie aussi de tout ce réseau, hein, prêt à intervenir à tout moment. Voilà, bah, écoutez, merci, encore un grand merci à toutes et à tous. Au plaisir de vous retrouver prochainement hein, dans nos prochains webinaires. Et bah, sachez qu'il y a plein de choses aussi qui se préparent de notre côté. On a plein de projets voilà, qu'on va vous partager très prochainement. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt, Marie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous.